Il existe aujourd'hui sur les côtes de France d'étranges et immenses bâtiments, rongés par le temps et par la mer. Ce sont les vestiges de la plus colossale ligne de défense de l'histoire moderne. Les vestiges du mur de l'Atlantique. 8000 bunkers édifiés sur 4000 km de côte, de la Norvège aux Pyrénées, à partir de la fin de l'année 1941. Voulu par Hitler pour empêcher tout débarquement allié. Le mur, lieu de l'affrontement ultime entre les Alliés et les nazis, pour la libération de l'Europe et la victoire finale. Afin de comprendre comment une telle construction a pu voir le jour, il faut exhumer une page occultée de l'occupation pour mieux raconter le quotidien des habitants du littoral, dont la vie a été bouleversée par ces immenses chantiers. Et le destin des travailleurs forcés, réquisitionnés partout en Europe occupée. Dévoiler le choix de ceux qui se sont mis volontairement au service des nazis. Et enfin, saluer le courage de ceux qui, au péril de leur vie, ont décidé de combattre cet instrument d'oppression. Tous sont les acteurs d'une histoire oubliée. L'histoire du mur de l'Atlantique. Cette histoire commence à la fin du mois de juin 1940. En 6 semaines d'une guerre éclair, le Troisième Reich vient d'infliger aux Français la plus grave défaite de leur histoire. La plus douloureuse. La plus humiliante. En Normandie, à Perrier, une petite ville de 2000 habitants à une quinzaine de kilomètres de la mer, Claude Pasturel, un gamin de 10 ans, assiste à l'arrivée des envahisseurs. On a su que les Allemands avaient passé dans la nuit avec des motos, et puis les chars sont passés, les camions, les troupes, comment dirais-je, motorisées, ont passé pendant 48 heures. Ça a fait un bruit d'enfer, et donc c'était très impressionnant. Et mon père disait que les pavés de Perrier, car la rue était pavée, en étaient rouges de honte. Après avoir occupé tout le nord de la France pour accaparer les matières premières et les industries lourdes, les armées nazies foncent sur le littoral atlantique. C'est désormais la nouvelle frontière occidentale de l'Empire nazi. Sur les côtes du Nord, les Allemands s'installent en masse. Ce ne sont pas de simples unités d'occupation, mais de véritables troupes d'élite. Pour se loger, elles réquisitionnent tous les types de bâtiments. La jeune André Eckert, 10 ans, habite à Calais avec ses parents. Ils tiennent un débit de tabac situé en centre-ville. Ils s'occupaient de tout, hein. Ils ont occupé le théâtre. Vous ne le connaissez pas, mais il est pas mal. C'est un beau théâtre. C'était réservé aux Allemands. Le café royal réservé aux Allemands. Des chambres chez l'habitant. La commandanture, c'était dans une étude de notaire. Toutes les écoles étaient monopolisées par les Allemands, hein. André Eckert ne le sait pas. Tous ces soldats
s'apprêtent à partir au front. Hitler veut les envoyer depuis Calais, conquérir au plus vite l'Angleterre, seul pays qui lui résiste encore en Europe. Alors, pour pilonner l'autre rive de la Manche, située à une trentaine de kilomètres, il décide de bâtir sur les plages du Nord un nouveau type de bâtiment. Des immenses batteries de tir, appelées bunkers ou blocos. Ces constructions offensives n'ont qu'un but, appuyer l'invasion de l'Angleterre. Il ne s'agit pas encore pour le dictateur nazi d'édifier le futur mur de l'Atlantique, ouvrage défensif derrière lequel il voudra se protéger. C'est en érigeant ces blocos qu'Hitler va mettre sur pied un vaste système économique et militaire qui rendra possible plus tard la construction du fameux mur à partir de la fin 1941. Ce vaste système, pour l'heure, il n'y a qu'un homme qui peut le mettre en place. C'est un personnage clé du Troisième Reich, un véritable expert des travaux publics. Il s'appelle Fritz Todt. Il est l'homme des grandes œuvres de Hitler. Il a construit les autoroutes du Reich, puis la ligne Siegfried sur la frontière ouest. C'est tout naturellement qu'il prend en main ses premiers chantiers en France avec son organisation. L'organisation Todt, appelée OT. Sous l'autorité du Führer, l'OT supervise tous les chantiers importants de l'Europe occupée et dépêche sur place entreprises allemandes du bâtiment, ingénieurs et ouvriers. Dès l'été 40, Fritz Todt s'interroge. Son organisation aura-t-elle les ressources pour bâtir ces bunkers exigés dans le Pas-de-Calais ? Il va bientôt pouvoir compter sur l'aide du maréchal Pétain, pour qui ces futurs chantiers vont représenter une véritable aubaine. Il est partout, interrogeant chacun, ayant pour le prêtre le mot qu'il attend et guidant l'instituteur. Il explique aux enfants que l'effort doit être entrepris en commun. Toutes ces heures appartiennent aux Français accourus de toutes parts pour voir et acclamer le Sauveur dont l'image reste à jamais gravée dans leur cœur. Installé à Vichy, le maréchal Pétain, chef de l'État français, régime réactionnaire et xénophobe qu'il vient de fonder, est à la tête d'un pays en partie détruit et ruiné par la défaite. Occupée et pillée par les nazis au nord, la France est au bord de l'effondrement. 2 millions de soldats sont prisonniers. Autant de bras qui manquent. Des milliers d'entreprises sont portes closes. Il n'y a plus de travail, nulle part. Tout est désorganisé, à l'arrêt. Et il y a 1 million de chômeurs. Sur le littoral, plus qu'ailleurs en raison de la forte concentration des troupes allemandes, on manque de tout et on se débrouille. On a fait du pain même, on a fait notre pain nous-mêmes aussi. On faisait de la bière avec de l'autobrasseur. Pour les vêtements, pareil. Hein. Par exemple, quand on avait un manteau, on le décousait complètement, on le retournait pour le mettre sur l'envers et on le recousait. Des choses comme ça, quoi. Des pulls qu'on détricotait, qu'on retricotait je ne sais combien de fois. Oui.
Sur la presqu'île de Noirmoutier, le jeune Louis Boutolot, alors âgé de 6 ans, vit modestement. Son père est marin-pêcheur et sa mère cultive un petit lopin de terre. Et depuis que les Allemands sont arrivés, la vie quotidienne est beaucoup plus dure. Mais bien sûr qu'on a eu faim, puisque tout était rationné. Alors, donc le pain était rationné, tout était rationné. Le beurre, il n'y avait pas de beurre non plus. Parce que bon, le lait était réquisitionné pour les enfants. Donc on était obligé de donner le lait, donc on ne pouvait pas faire de beurre. Tout a manqué. Tout. Alors bon, j'allais souvent manger chez la grand-mère. Ça, je m'en souviendrai tout le temps. Quand ma mère m'a dit, tu sais, maintenant tu ne mangeras plus chez ta grand-mère parce qu'elle a tout juste du pain pour elle. Et ça m'a marqué, pas croyable. De leur côté, les soldats allemands découvrent les joies et les amusements du bord de mer à la française. Baignades, boissons, fruits de mer, tourisme et autres plaisirs un peu plus secrets. À Vichy, Pétain doit agir vite s'il veut résorber le chômage et asseoir sa légitimité. Pour relancer la machine économique, il a un plan. Imposer au pays un nouveau mode d'organisation. Pour cela, il s'appuie sur les compétences d'un brillant haut fonctionnaire, alors inconnu, Jean Bichelonne. Fervent partisan d'une économie dirigée, comme en Allemagne ou dans l'Italie fasciste, l'homme met en place dès l'été 40 un nouveau modèle productif dans lequel l'État occupe le premier rôle. Grâce à Bichelonne, Vichy peut maintenant diriger entreprises et ouvriers français vers ces nouveaux chantiers allemands du Pas-de-Calais pour faire diminuer le chômage. Cette collaboration économique voulue par Pétain s'impose comme le premier élément structurant du système Todt. Les bunkers commandés par Hitler sur les côtes du Nord vont d'abord pouvoir s'élever grâce à une main-d'œuvre française. À Calais, la jeune Andrée Eckert peut être rassurée. Le mari de sa grande sœur a enfin retrouvé du travail. Il est artisan plombier zingueur. Il avait 2 enfants et pas de boulot. Hein. Donc il est allé travailler pour les Allemands. Hein. C'était l'organisation Todt. Il coulait le béton, je sais pas trop quoi. Il y avait beaucoup de Calaisiens qui allaient travailler sur ce blocos parce qu'il n'y avait pas de travail. Ici, à Calais, c'était surtout la pêche, les usines de dentelle, et tout ça, c'était fermé. C'est vrai que c'était travailler pour les Allemands. Mais oui, si, ça faisait des débats, hein, forcément. Hein. Mais quoi faire? Dans le Pas-de-Calais, beaucoup ont choisi. Ils travaillent pour la Todt. Il faut bien vivre. D'autres métiers sont nécessaires au bon fonctionnement des chantiers. Nettoyage, cuisine, hôtellerie, gardiennage. Une habitante de Hasbrouck, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Dunkerque, raconte. Je me suis retrouvée au chômage. La Todt proposait du travail. Des Françaises s'occupaient de la cuisine et des chambres à nettoyer. Moi, j'étais à la cuisine. Je lavais des légumes et préparais les repas pour la cantine roulante. Des Français entretenaient des voitures allemandes au garage. On était très bien payés. Grâce à ces nombreux Français volontaires, la construction des premiers bunkers du Pas-de-Calais avance à grands pas dès la fin de l'été 40. 5 schwere Zugmaschinen mussten für den Transport dieses stählernen Riesen eingesetzt werden. Das Rohr wird eingehängt.
Ein Panzerplattenumbau gab ersten Splitterschutz. Während noch die Betonmauern wuchsen, wurden bereits die Geschütze montiert. Schon in dieser Bauphase war das Geschütz voll einsatzfähig. Ailleurs, sur le littoral, d'autres refusent de travailler sur les chantiers ou de servir les intérêts allemands. Des embryons de mouvements de résistance commencent à éclore, ici ou là. La jeune Marie-Josée Vilbortz, âgée de 17 ans, pensionnaire à Tréguier, en Bretagne Nord, veut agir. Mais comment? Elle raconte. La radio Londres avait lancé une campagne, tracée à la craie sur les murs des V, surmontée d'une croix de Lorraine. Nous suivons le mot d'ordre. Ce sont les premiers petits gestes, ridicules et touchants, comme un rite de formation à l'action clandestine. Beaucoup de mes camarades en resteront là. À l'automne 1940, d'autres chantiers démarrent, beaucoup plus conséquents. La raison de ces nouveaux travaux? Hitler vient de changer de stratégie contre les Anglais. Confronté à la résistance héroïque de l'aviation britannique qui l'empêche de lancer son invasion, le dictateur nazi décide de les combattre sur les mers, avec une nouvelle tactique. Détruire tous les navires alliés qui ravitaillent l'île afin de l'asphyxier et la mettre à genoux. Pour abriter ces hordes de sous-marins, il ordonne la rénovation des bases existantes de la marine française et la construction de nouvelles installations de Brest à Bordeaux. Dans la rade de Brest, Edmond Calvès, 18 ans, jeune électricien de l'Arsenal, assiste à l'arrivée des premiers sous-marins nazis. Nous avons pu voir les fameux U-boats revenir de leur raid en Atlantique. Ils se présentaient arborant nombre de flammes blanches, indiquant le tonnage des navires coulés. Un comité d'accueil les attendait, des officiers. Et en arrière, un orchestre tonitruant des airs martiaux nazis. À force de les entendre, on en connaissait la musique par cœur. Mais comment la TOT va-t-elle faire pour sortir de terre ces nouvelles bases qui nécessitent 4000 ouvriers par chantier? Il n'y a qu'une solution. Élaborer une stratégie de recrutement massif. Après la collaboration du régime de Vichy, c'est le deuxième élément structurant du système TOT qui se met en place et qui fonctionnera aussi lors de la construction du mur. L'idée est simple. Alors que les salaires sont bloqués partout en France, l'OT propose des revenus supérieurs avec des primes en tout genre. Primes d'éloignement, de travail en zone dangereuse, contre les intempéries, les bombardements. Et elle peut compter sur l'aide de Vichy. La presse française aux ordres publie ses offres d'emploi. En février 1941, le Nouvelliste du Morbihan annonce ainsi que les Allemands ont besoin de 300 ouvriers dont 60 charpentiers, 21 mécaniciens conducteurs de grues, 150 manœuvres. Salaires et conditions matérielles sont aussi précisés. Le logement sera gratuit avec une paillasse et 3 couvertures. À midi, une soupe complétera la ration réglementaire allemande. Certains se portent même spontanément candidats. Un habitant de Quiberon écrit à la préfecture de Vannes. Je suis réfugié et tout seul à Quiberon depuis le 20 juin 1940 et sans travail. Alors je voudrais bien pouvoir travailler comme manœuvre, à condition de coucher et d'être nourri comme c'est prévu. La politique de la TOT est un succès. Au printemps 1941,
quelques 60 000 ouvriers français ont fait le choix de travailler pour l'organisation allemande. À Paris, un certain Pierre-Louis Brice, dirigeant de la société Saint-Rapt et Brice, numéro 5 du bâtiment français, entend lui aussi s'enrichir grâce à ces nouveaux chantiers. Dès le printemps 41, il intervient comme sous-traitant de la TOT. Puis, il décide d'aller plus loin avec les nazis. C'est comme entreprise associée qu'il compte se développer. Il explique. J'ai toujours voulu choisir la forme de l'association avec les firmes allemandes, ayant toujours jugé que c'était le meilleur moyen de défendre les intérêts français, car l'association me mettait à égalité avec les Allemands. Pierre-Louis Brice multiplie les marchés avec l'occupant et fait ainsi progresser ses effectifs de 70% entre 40 et 44. À la Libération, il ne sera pas sérieusement inquiété. Il faut dire qu'il est loin d'être une exception. Les chantiers allemands ont constitué une véritable manne pour tout le bâtiment français. En 1944, les commandes allemandes constituent les 3/4 du chiffre d'affaires du secteur. En Gironde, à Soulac, le grand bistrot tenu par les parents du jeune Jean-Paul Lescorce se met aussi au service de l'occupant. Tous les officiers rentrent dans le café de mes parents pour en faire un endroit convivial, réservé uniquement pour eux. Mes parents, ils l'ont pas mal vécu. Non, ils se sont adaptés rapidement, ils n'avaient pas le choix. Tous ces officiers de la Kriegsmarine, ils m'ont pris sous leur protection, donc j'avais bonbons, chocolat, j'avais des jouets. J'étais devenu, entre guillemets, leur mascotte. C'était mes copains. J'étais un jeune collabo sans m'en rendre compte. Grâce à ces nouveaux clients, le bistrot des parents du petit Jean-Paul ne désemplit pas. Ce ne sont donc pas seulement les grandes sociétés du bâtiment, mais aussi tout un tissu économique local. Un ensemble de petites entreprises et de commerçants qui profitent des chantiers et collaborent au quotidien. Résultat, le chômage diminue sur la côte, partout. Brest connaît même le plein emploi en janvier 1941. Mais cette embellie de la vie quotidienne des Français n'est pas sans conséquence. Il y a un prix à payer. Et il est élevé. Dès le printemps 1941, les Allemands imposent une zone côtière interdite sur une profondeur de 10 à 20 km à l'intérieur même de la zone occupée. Après la collaboration de Vichy et le recrutement massif d'ouvriers, c'est le dernier élément du système TOT. Le contrôle absolu du littoral pour sécuriser ces immenses chantiers. Pour les habitants, c'est un véritable bouleversement. S'ils peuvent continuer à vivre dans cette zone, ils ont besoin d'un laissez-passer pour y entrer ou en sortir. Ils doivent aussi supporter de multiples restrictions. Interdiction de se baigner, interdiction d'approcher de certaines plages, fermeture de bâtiments de bord de mer, comme les hôtels ou les résidences secondaires. Michel Broyer, un gamin de 11 ans, habite dans une grande ferme à Foucarville. Petit village normand situé désormais à l'intérieur de la zone côtière interdite. Les Allemands ont fait évacuer les villages de la plage. À partir d'un certain moment, il y a eu une restriction des possibilités de déplacement, effectivement. Et nous qui allions à la plage nous baigner très régulièrement, c'est une des restrictions que nous avons eues. Mon père a recueilli, il avait des petites maisons, il logeait du personnel. Il a recueilli comme ça des pêcheurs qui sont venus habiter pas loin de chez nous d'ailleurs. Donc il n'y avait plus personne à la plage.
Et je me souviens qu'un jour, ils avaient fait sauter. On appelait ça le casino, mais c'était pas un casino, c'était une sorte de dancing qu'il y avait là. Je l'ai vu, ils ont fait sauter quelques, pas tous, mais quelques bâtiments qui se trouvaient en bordure de mer, sans doute parce que ça les gênait. La nouvelle zone côtière interdite n'empêche pas Marie-Josée Vilbortz, la jeune fille de Tréguier, de circuler à vélo à travers tout le nord de la Bretagne. Après avoir obtenu son bac en juin 41, elle s'engage dans le réseau créé par sa mère. Objectif de l'organisation, surveiller et renseigner les activités des Allemands sur le littoral. Elle écrit: L'été prend la forme de vacances sportives. Je porte des messages à un membre du réseau ou à un autre, multiplie les kilomètres, reviens éreinté à la maison. Tout cela ne va pas sans quelques sueurs froides tout de même. Souvent, j'ignore la teneur des pièces que je transporte. Que valent tous ces renseignements glanés au péril de nos vies? La jeune fille sera arrêtée par la Gestapo, puis déportée à Ravensbrück. Elle sera libérée à la fin de la guerre. Un autre danger menace le quotidien des Français du littoral. Un danger venu du ciel et qui est la conséquence directe de la construction des gigantesques bases sous-marines. Âgé de 8 ans, Maurice Rousseau habite avec ses parents et ses grands-parents à Lorient. Toute la famille vit dans la hantise des bombardements alliés, visant les installations allemandes de la côte. On n'a pas de cave. On descend dans le rez-de-chaussée, dans un couloir. Je commence à avoir vraiment peur, mais je raisonne, je me dis, les avions britanniques attaquent la base sous-marine, premièrement. Deuxièmement, la base sous-marine est à 3-4 km à vol d'oiseau de notre maison ici. Par conséquent, on risque pas grand-chose. J'ai tort d'ailleurs parce que, en fait, c'est toute la ville qui est bombardée, pas seulement à la base sous-marine, pour la bonne raison qu'il y a une bombe qui est tombée sur le toit de la base sous-marine et elle n'a fait qu'un modeste cratère. Et c'est sans doute pour la raison pour laquelle ensuite ils ont lancé des bombes incendiaires, parce qu'ils voulaient détruire la ville de Lorient. Chez moi, c'était un abri pour 18 personnes. Il y avait une cave avec des grosses voûtes, là. Donc, dès qu'il y avait la sirène retentissait, c'était souvent le soir. Les voisins rappliquaient, on était tous dans la cave. Quand les bombes dégringolaient, on avait l'impression que la terre, qu'on s'engloutissait, vous savez, une sensation de partir vers le fond, là. C'était assez épouvantable. Comme à Calais, à Lorient, les destructions sont vite effroyables. Maurice Rousseau et sa famille quittent la ville pour s'éloigner de la base sous-marine. Ils s'installent plus à l'ouest sur la côte. En cette fin d'année 1941, la vie des Français du littoral a bien changé depuis le début de l'occupation. Avec la construction des bunkers du Pas-de-Calais, puis des bases sous-marines, la zone côtière interdite, les bombardements alliés, tous savent qu'ils vivent désormais sur une véritable ligne de front. Ces Français sont loin d'imaginer ce qui les attend. Bientôt, ils vont être piégés, enfermés derrière une immense forteresse de béton érigée tout le long de la côte, que les Allemands vont appeler le mur de l'Atlantique.
Berlin, 11 février 1942. Tout le régime nazi rend hommage à Fritz Stott, décédé quelques jours plus tôt dans un accident d'avion. Der Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei bildet den würdigen Rahmen für den vom Führer angeordneten Staatsakt zu Ehren des verunglückten Reichsministers. Hitler est alors confronté à une nouvelle situation qui menace son empire. Il s'est lancé 7 mois plus tôt à la conquête de l'Union soviétique, mais ses troupes sont bloquées devant Moscou. Pire même, l'URSS reçoit le soutien des États-Unis entrés en guerre début décembre 1941. Le conflit est désormais mondial. Les GIs débarqueront en Europe un jour ou l'autre. Le dictateur nazi se verra alors imposer une guerre sur 2 fronts. Impensable. Comment l'éviter? En empêchant tout débarquement allié devenu inéluctable. Pour cela, il faut construire de nouveaux blocos. Pas comme ceux édifiés sur les côtes de France pour attaquer l'Angleterre. Il lui faut maintenant des milliers d'ouvrages défensifs et sur l'intégralité du littoral européen, pour former un véritable mur, le mur de l'Atlantique. Pour Hitler, il ne s'agit pas d'une ligne continue comme une nouvelle muraille de Chine, non. Ce qu'il veut, c'est une succession de bunkers de taille et d'usages différents pour former un maillage aussi serré que possible sur tout le littoral atlantique, de la Norvège aux Pyrénées. Lancer un tel chantier, alors même qu'il mène une guerre totale contre l'URSS, est un véritable coup de poker. Car si les travaux ne sont pas terminés avant que les Alliés passent à l'action, Hitler perdra la guerre. C'est le mur ou la défaite. Le mur ou la mort. Depuis la disparition de Todt, qui pourra mener à bien cette mission vitale pour l'avenir du Troisième Reich? Hitler n'en voit qu'un capable de réussir. Il s'appelle Albert Speer. Âgé de 37 ans, ce très proche de Hitler est un ambitieux. Il s'est d'abord imposé comme l'organisateur des grandes parades à la gloire du nazisme. Puis il est devenu l'architecte officiel du régime. C'est lui qui a dessiné le Reichstag, le stade de Nuremberg ou la nouvelle chancellerie. Début 1942, Speer reçoit sa feuille de route. Elle dépasse l'entendement. 15 000 nouveaux bunkers à édifier sur 4 000 km de côte. Fin des chantiers prévus au 1er mai 1943, dans à peine 1 an, autant dire demain. Avec une zone prioritaire, le nord des côtes françaises. C'est là qu'un débarquement allié risque de se produire. Speer sait qu'il ne part pas de rien. Il va pouvoir s'appuyer sur tout le système économique et militaire mis en place par Todt depuis l'été 40. Et intégrer au futur mur les bases sous-marines et les bunkers déjà construits. Pour espérer tenir les délais, il décide d'optimiser l'organisation des chantiers. Il standardise. Il fait établir des plans types des bunkers en fonction des besoins. Postes d'observation, casemates de tir, centre de transmission, casernement, cuisine. Quelques 700 modèles différents pour les 15 000 bunkers prévus seront nécessaires pour s'adapter aux exigences du terrain. Hitler s'investit même personnellement. Speer écrit: Le Führer suit même les projets de différents types de blocos. Ils étaient exécutés avec beaucoup de précision. Il avait coutume de faire remarquer que ces plans répondaient de manière idéale à tous les besoins d'un soldat au front. Ils furent adoptés presque sans modification. L'industrialisation du mur passe aussi par la fabrication d'éléments clés dans les usines du Reich. Poutres en béton, armatures métalliques, portes blindées, qui devront être livrées directement sur les côtes.
Tout est donc planifié pour gagner du temps. Et pour un coût égal à 0. C'est grâce aux frais d'occupation que verse chaque jour le régime de Vichy à Berlin que la TOT pourra rémunérer entreprises et ouvriers. La construction du mur de l'Atlantique ne doit pas coûter un seul Reichsmark à Hitler. Reste un dernier obstacle à surmonter, la main-d'œuvre. Speer sait que les 60 000 ouvriers volontaires français qui travaillent déjà sur le littoral ne seront pas suffisants. Ce sont des dizaines de milliers de nouveaux bras qu'il lui faut, et le plus vite possible. Mais comment les trouver? Le 19 août 1942, un raid allié sur les côtes françaises va provoquer une réaction en chaîne et lui apporter une partie des recrues qui lui manquent. L'attention du monde entier vient d'être attirée sur un point de la côte française, Dieppe. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Hendaye jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. À Vichy, c'est un soulagement. Cette attaque sur Dieppe est un échec. Mieux même, un véritable désastre. 2 jours plus tard, le 21 août 1942, le maréchal Pétain félicite publiquement Hitler pour avoir permis le nettoyage rapide du sol français. Et il lui adresse un télégramme dans lequel il écrit ces mots hallucinants. Je vous propose de prévoir la participation de la France à sa propre défense. Si vous y consentez en principe, je suis prêt à examiner en détail les modalités de cette participation. Pétain se déclare prêt à envoyer des soldats français protéger le futur mur de l'Atlantique aux côtés des troupes nazies. Vichy s'enfonce encore un peu plus dans la collaboration. Pierre Laval, le numéro 2 du régime, déclare de son côté. L'Allemagne est contrainte de livrer des combats gigantesques. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Et pour favoriser cette victoire de l'Allemagne, Laval passe à l'action dès septembre 1942 en faisant adopter une loi sur l'orientation et l'utilisation de la main-d'œuvre. 100 000 nouveaux travailleurs français vont bientôt rejoindre les chantiers du mur de l'Atlantique. Une façon pour le régime de Vichy de participer concrètement à la défense de la France et d'aider Albert Speer à régler son problème de main-d'œuvre. À Vichy, Jean Bichelonne, le brillant haut fonctionnaire proche de Pétain et désormais secrétaire d'État à la production industrielle, est chargé du dispositif de recrutement. Le fonctionnement est le suivant. La TOT fixe le nombre d'ouvriers dont elle a besoin par chantier. Elle transmet l'information aux commandantours du littoral qui saisissent à leur tour l'administration de Vichy au travers des préfectures. Par lettre du 13 novembre dernier, la Feldkommandantur de Vannes m'a prescrit de mettre à la disposition de l'organisation TOT à Lorient 300 manœuvres. Puis les préfectures répercutent les demandes aux mairies. Charge à elles d'identifier les hommes disponibles sur leur commune. Commune de Bernay. Liste des jeunes gens désignés pour l'organisation TOT. Le Barthes Joseph. Le Guif Albert. Et les Gouarques Julien. Jaffray Tous percevront un salaire. Mais cette apparente normalité ne trompe personne. Ces hommes n'ont pas le choix.
Sur la presqu'île de Noirmoutier, le jeune Louis Boutolo voit à l'automne 42 son grand frère partir travailler sur les bunkers, comme tant d'autres jeunes hommes de son âge. Mon frère a été réquisitionné comme tous les hommes de 18 ans pour aller travailler avec les Allemands. Mais c'est le maire qui envoyait il fallait s'il demandait 20 personnes, les Allemands, et il fallait qu'ils trouvent ces 20 personnes. C'était surtout pour aller couper des gazons pour mettre sur les blocos. Tous les prés qui sont autour du village ont été coupés en morceaux et puis fait des gazons pour mettre sur ces blocos, pour les cacher des avions, parce que comme ça, ils croyaient que c'était de la terre. Tout le monde allait à l'embauche et puis tout le monde était ensemble, alors ils en mettaient un à faire ceci, une autre à faire cela. Comme ça que ça se passait. Et ils étaient un peu rémunérés. Pas beaucoup, mais un peu. Votre frère aurait pu dire non ou pas? Ah non. Non, il n'y avait pas à dire non. Si vous voulez, à moins d'être vraiment, avoir un certificat d'un médecin malade ou quelque chose comme ça. Non. Vous étiez réquisitionné et il fallait y aller. Avec ces travailleurs réquisitionnés, Vichy amorce un mouvement qui sera inéluctable. Cautionner et organiser le travail forcé des Français sur le mur. Une autre catégorie d'individus va bientôt rejoindre les chantiers. Ce sont les victimes du STO, le service du travail obligatoire. Ce nouveau système, créé début 1943, force les jeunes Français à partir dans les usines allemandes. La TOT en profite pour récupérer des bras pour le littoral. À Soulac, le jeune Jean-Paul Lescorce assiste à l'arrivée massive de ces STO de l'intérieur dans son coin de Gironde. Ils étaient 3000 hommes. Hein. Alors, le matin, il y avait un ramassage avec des camions. Il y avait écrit OT dessus. Et ils faisaient le ramassage et ils les amenaient sur... parce qu'il y a plusieurs chantiers de Soulac Sud jusqu'à Pointe-de-Grave. Hein. Une logistique d'enfer va se mettre en place. Ça arrive par camion et par le bac. Même des chevaux, des munitions, des matériaux de construction qui vont déposer sur tous les grands espaces là où il y a dans les dunes. Ils vont construire 350 bunkers. 350 bunkers sur seulement 20 km de côte. Le père de Jean-Paul y participe aussi. Au titre du STO, il se rend chaque matin sur la plage des Arros, au nord de Soulac, construire cette casemate de tir. Les Allemands, ils le réquisitionnent pour aller construire les bunkers. Mon père, il manipulait le béton. Le béton se déverse dans les coffrages qui sont numérotés. Ensuite, s'il y a le même bunker à reproduire plus loin, ils vont récupérer ces panneaux de coffrage. Il n'y a plus qu'à assembler les pièces, c'est un jeu de mécano. Les ouvriers, ils font 8 heures par jour avec une demi-heure pour la gamelle, 7 jours sur 7. Jour et nuit par équipe de 3 et 8. Et ça va hyper vite. En 3 mois, le truc, il est terminé. Ils étaient très surveillés. Pas vraiment maltraités, mais surveillés. Et une mitrailleuse braquée sur eux au cas il y aurait un qui voudrait s'enfuir ou, je sais pas moi, faire quelque chose qu'il fallait pas. Après sa journée sur le chantier, le père de Jean-Paul rentre chaque soir dans son café pour y servir les Allemands.
Sur la côte nord, en Picardie, la construction du nouveau bunker que doit investir l'unité du caporal Heinrich Böll est enfin terminée. Le soldat raconte à sa famille. Ce matin, nous nous sommes installés dans notre nouvelle position. À marée haute, l'eau n'est qu'à 10 mètres à peine de notre bunker d'observation en forme de bec. Celui dans lequel nous logeons est plus au sud, en hauteur. C'est magnifique ici. On s'habitue tellement à la guerre que plus tard, peut-être, la paix nous semblera une chose tout à fait impossible. Grâce aux dizaines de milliers de travailleurs français réquisitionnés, les chantiers se multiplient partout sur la côte. Et le mur avance. Quimperlé, une petite ville sans histoire du Finistère, située à une quinzaine de kilomètres de la mer, devient rapidement le lieu le plus occupé de tout l'Ouest. La TOT y installe son siège régional, à l'abri des violents bombardements sur l'Orient. Émile Herrette, un gamin de 12 ans, a vu subitement sa ville se remplir d'Allemands en uniforme de l'OT. L'organisation TOD, c'était des camions et qui venaient sur la place Lovignon, justement chez nous. C'était des camions qui marchaient au gazogène. Et ils démarraient de très très bonne heure. Ils servaient pour les transports du matériel, pour le mur de l'Atlantique et tout ça. Pour le ciment, pour les poteaux, pour tas de choses. Hein. Nous avions une chambre qui avait été prise par l'organisation, justement, un contremaître qui était là pour diriger ces gens. Il commençait de bonne heure, à 6 h du matin, jusqu'à 9 h, 8 h le soir. Hein. Avec la présence de la TOT, Quimperlé passe de 8 000 à 27 000 habitants. Il faut dire que dans cette partie de la Bretagne, on construit à tout va. La base de l'Orient s'agrandit sans cesse. Il y a les bunkers sur la côte et un immense concasseur de gravier sort de terre près de la plage de Tréguennec. Entrepreneurs plus ou moins véreux accourent pour profiter des gains juteux générés par ces immenses chantiers. Parmi eux, un certain Yves Rodier. Âgé de 35 ans, ancien combattant de 40, l'homme est une sorte d'intrigant astucieux. Il habite le château de Berléec, dans la campagne de Quimperlé. Là, il fonde avec un interprète allemand la société OTP, Ouest Travaux Publics. L'entreprise ne fabrique rien. Elle achète et revend à un seul client, la TOT. Des tuyaux de canalisation en béton ou des filets de pêche pour le camouflage des bunkers. Et ça marche. Rodier gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Son château abrite même quelques parties fines, entre Allemands et collaborateurs de la région. Ouest Travaux Publics fait partie de ce qu'on appelle les entreprises champignons. Des structures créées très souvent par des Français qui vivent de commissions, mais surtout de pots de vin et de surfacturation. La TOT s'en accommode, car elle en a besoin. Le caporal Heinrich Böll, maintenant affecté au Tréport, en Normandie, rencontre lui aussi ses profiteurs de guerre. Il écrit : Ces gaillards gagnent un argent fou en un temps record. Parmi eux, il y a des gens intéressants. Par exemple, un Normand avec un vrai visage de maçon. Splendide. Un autre de Paris. Un type insaisissable comme une anguille, qui n'a sûrement jamais eu une brique dans la main. Naturellement, presque rien ne marche comme prévu, qu'il s'agisse de véhicules, de ciment ou de quoi que ce soit d'autre. C'est usant à la longue.
Berlin, 1er mai 1943. Alors que la date initialement fixée par Hitler pour l'achèvement du mur est atteinte, Albert Speer sait que rien n'est terminé sur le littoral atlantique. Comment pourrait-il en être autrement? La mission que lui a confiée le Führer est tellement démesurée. Pour les 15 000 bunkers prévus, il faudrait 16 millions de mètres cubes de béton et 1 million de tonnes d'acier. Tout est gigantesque, colossal. Et malgré l'aide de Vichy, il n'y a toujours pas assez de bras. Ce mur est un ogre qui dévore tout. Pour nourrir cette bête insatiable et terminer les travaux avant que les Alliés ne puissent débarquer, une solution s'impose. Généraliser le travail forcé. Piller l'Europe de toute sa main-d'œuvre. Avec un impératif, seul compte l'avancée des chantiers. Sud-ouest de la France. Un train roule en direction de la ligne de démarcation et de la zone occupée. À son bord, des centaines d'Espagnols. Parmi eux, Carlos Ruiz Garcia, un jeune homme de 21 ans. Il raconte. Sans nous demander notre avis, on nous embarqua pour un long voyage dans des wagons de marchandises, transformés en étuves. L'atmosphère devient vite suffocante et l'air irrespirable. On cria, on tapa bruyamment pour faire entendre notre protestation, mais en vain. Les wagons restèrent fermés. Carlos Ruiz Garcia fait partie de ce que les forces allemandes appellent les Espagnols rouges. Ce sont des républicains espagnols qui ont fui la dictature de Franco à la fin de la guerre d'Espagne, en 1939, et qui sont depuis internés en France. À ce titre, ils sont indésirables, aussi bien pour Vichy que pour Berlin. Mais pas pour la Todt, toujours à la recherche de nouveaux bras. Le train de Carlos pénètre en zone occupée et gagne la petite ville de Saint-Médard-en-Jalles. Là, les Espagnols sont enfermés dans un camp. Chaque matin, ils partent travailler à la base sous-marine de Bordeaux. Carlos écrit. On avait un demi-pain aigre, constamment affamé, abattant les heures de travail par tous les temps, trempés. Nous avions à peine le temps de nous reposer sur nos paillasses. Nous n'étions rien. Seul le matériel comptait. Les Espagnols rouges sont bientôt rejoints par d'autres travailleurs forcés. Des prisonniers de guerre du Troisième Reich venus de toute l'Europe occupée. Il y a des Russes, des Polonais, des Tchèques, ou même des Baltes. Au nord des côtes françaises, d'autres camps de travail de la Todt apparaissent. Des camps effrayants, sans équivalent sur le littoral atlantique. « 5 août 1942. Un train en provenance d'Anvers, en Belgique, s'arrête à la gare de Dannecamier, dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres des dunes de la Manche. À son bord, 300 juifs belges, déclarés aptes au travail forcé par la Todt. Parmi eux, Maurice Sand, un jeune homme de 19 ans. Il écrit dans son journal « Sous haute surveillance des SS, nous sommes acheminés vers une destination inconnue. Les Français le long de la route nous regardent avec pitié et nous disent que nous ne sommes pas les premiers malheureux à être parqués ici. Nous atteignons enfin notre but après 1 heure de marche pénible pendant laquelle
Nous avons tout le temps été éperonnés par les crosses de leurs fusils. Maurice et ses camarades pénètrent dans un champ entouré de barbelés, occupé par des tentes et des baraquements. C'est le camp Tibor. Sa localisation précise est aujourd'hui inconnue, oubliée. Seule information certaine, il était situé à la sortie de l'actuel village de Dan, en direction de Boulogne-sur-Mer. À l'été 42, il constitue pourtant le principal lieu de triage et d'internement d'un ensemble d'une douzaine d'autres camps de travail de la TOT, réservés aux Juifs en provenance de Belgique. Ce sont des Judenlager, des camps pour travailleurs forcés juifs. Les travaux qui leur sont réservés sont très durs. Terrassement, construction d'une route d'accès dans la forêt d'Ardelot, appelée aujourd'hui Chemin des Juifs. Et bien sûr, édification de bunkers sur les plages. Maurice raconte. On travaille jusqu'à 18h. Puis il y a encore un appel et c'est le retour au camp. À 20h, soupe et pain. Nous jetons quasiment tous la soupe parce qu'elle est répugnante et qu'elle pue. Ceux qui n'ont pas donné le maximum au travail doivent ramper pendant 2 heures. Certains avec des sacs de 50 kilos sur leur dos, rentrant et sortant d'un fossé. C'est bestial. Il y a des hommes de 60 ans qui y assistent, qui pleurent comme des petits-enfants. Puis nous devons chanter des chansons anti-juives. Ils nous font s'agenouiller devant eux. Coupez les barbes et noyez tous les juifs, alors le monde sera en paix. C'est l'une des chansons. Les persécutions subies dans le camp entraînent la mort de 6 détenus, rien qu'au cours de cet été 42. Ils sont aujourd'hui inhumés au cimetière de Dan. Deux mois après son arrivée, Maurice Sand parvient à s'évader sur le trajet qui le mène au chantier et monte dans un train pour Lille. Il échappe ainsi à la violence du camp, mais surtout à la déportation. Ces Juifs belges restent en effet peu de temps dans le Pas-de-Calais. Au bout de quelques semaines, ils sont transférés à Auschwitz. La machine totalitaire nazie fait ici la preuve de toute sa folie destructrice. Plutôt que d'exploiter cette main-d'œuvre dont elle a un besoin vital pour construire le mur, elle préfère privilégier sa politique d'assassinat systématique des Juifs d'Europe. Il existe un lieu encore plus violent que le camp de Dan et les autres Judenlager du nord de la France. Pour le découvrir, il faut s'éloigner du littoral et se rendre à Origny, une petite île située à une douzaine de kilomètres à l'ouest des côtes françaises. Elle appartient à l'archipel anglo-normand au large du Cotentin. C'est la seule parcelle du territoire britannique conquise par les nazis dès juin 40. Mit der Besetzung der Kanalinseln Guernsey und Jersey haben deutsche Truppen zum ersten Male englischen Boden betreten. Die britische Besatzung ist geflohen oder gefangen genommen worden. Während das Leben der Bevölkerung unter dem Schutze der deutschen Waffen geordnet weitergeht, stehen unsere Posten auch hier auf der Wacht gegen England. Pour Hitler, ces îles ont une valeur aussi bien stratégique que symbolique. Grâce à la TOT, il décide d'en faire des forteresses imprenables, le poste avancé du mur de l'Atlantique.
À Aurigny, la population anglaise a fui avant l'invasion allemande. L'île est donc vide. Loin des regards, les forces nazies ouvrent en 1943 2 camps pour travailleurs forcés, dirigés par les SS. Des lieux considérés aujourd'hui comme de véritables camps de concentration. La mission de ces prisonniers, construire les bunkers de l'île. Au sud-ouest, le camp de Sylt regroupe près de 500 détenus. La plupart sont des déportés, transférés directement de 2 camps de concentration situés en Allemagne. Dressés au milieu de nulle part, ces 3 pylônes sont les derniers vestiges de l'existence de Sylt. De l'autre côté de l'île, au nord-est, qui peut imaginer que cette vaste prairie, transformée en camping chaque été, a abrité les 1500 détenus de l'autre camp de concentration, le camp de Norderney. Il n'y a rien qui témoigne ici des supplices du passé. Si ce n'est ce tunnel, a priori anodin. Creusé dans la roche par les prisonniers, ces 25 mètres souterrains représentaient le pire. Les détenus étaient convaincus qu'en cas de débarquement allié, les nazis les y enfermeraient pour les exterminer. À Sylt et Norderney, les victimes sont des Français, des républicains espagnols, des Polonais, des Russes, certains de religion juive. Tous soumis à des brutalités en tout genre, des sévices corporels, sous-alimentés et vivant dans un dénuement absolu. Au moins 700 d'entre eux, et sans doute beaucoup plus, disparaissent sur cette petite île en moins de 2 ans. Fin 1943, on compte près de 250 000 ouvriers sur le mur, dont désormais une immense majorité de travailleurs forcés, parqués dans près de 400 camps ou autres groupes de baraquements répartis tout le long du littoral. C'est la France du travail forcé, administrée par l'organisation TOT. Un immense système d'enfermement et de violence planifié par les Allemands grâce à la complicité objective du régime de Vichy et au silence coupable de centaines d'entreprises françaises impliquées sur les chantiers. Et les travaux se poursuivent, partout en même temps. Ici on construit, là on agrandit, ailleurs on renforce. C'est comme si le mur était devenu une machine infernale, une machine qui ne pourra jamais s'arrêter. Début 1944, Soulac. Le jeune Jean-Paul Lescorce est devant la porte du café de ses parents et regarde le spectacle de la rue. J'entends la musique allemande que je connaissais. Je regarde comme ça, je les vois arriver. Alors, il y a un premier peloton de 12 hommes, casqués, fusil sur l'épaule, qui marchent au pas de loi. J'ai encore le bruit des bottes dans la tête. Derrière, il y a le carré des officiers. Ils sont 9. Les 8, je les connaissais. Le 9e, je ne l'avais jamais vu. C'était le maréchal Rommel. Il est facilement reconnaissable avec son écharpe blanche et son bâton de maréchal qu'il a dans la main, que moi j'ai confondu avec un bois flotté, quand je le vois défiler. Si Jean-Paul est alors trop jeune pour identifier le maréchal Rommel, les Français n'ignorent rien de ses faits d'armes. Âgé de 52 ans, il a été à la tête de ses blindés un des artisans de la victoire de juin 40 contre la France. Il s'est imposé ensuite comme le renard du désert face aux Alliés en Afrique du Nord.
La propagande nazie en a fait une véritable légende, le général préféré du Führer. Nommé inspecteur des défenses côtières par Hitler, Rommel représente le dernier espoir du Troisième Reich, attaqué désormais de toutes parts. Les Alliés, après avoir libéré la Sicile, remontent depuis l'automne 1943 la botte italienne. De leur côté, les armées soviétiques, victorieuses à Stalingrad, foncent sur Kiev et l'Ukraine. La bataille décisive approche. Pour le dictateur nazi, elle aura lieu sur le littoral français, et Rommel est le seul à pouvoir la remporter. Sa mission est donc simple. En coordination avec Speer, il renforcera le mur pour faire du débarquement allié un échec cuisant. Un véritable cauchemar. Mais en ce début 1944, mis à part le Pas-de-Calais où le mur est à peu près achevé, ce que voit Rommel ailleurs sur la côte le stupéfie. Et la terre. Il n'y a que 8000 bunkers construits sur les 15 000 prévus. Si les Alliés débarquent, il ne pourra pas les arrêter. Devant les caméras de propagande, le renard du désert se garde bien de révéler la faiblesse du dispositif. Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den vorzügigen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen. Rommel décide de faire des plages sa première ligne de défense. Il les inonde de dizaines de milliers d'obstacles en tout genre. Tétraèdres de béton, hérissons tchèques, portes anti-chars. Il invente même les fameuses asperges de Rommel, longs pieux de bois plantés dans le sol et souvent équipés de mines. Objectif, stopper net l'arrivée des péniches de débarquement alliés. Il explique. La guerre sera gagnée ou perdue sur ces plages. Nous n'avons qu'une seule chance de repousser l'ennemi, et c'est quand il sera dans l'eau, barbotant et luttant pour venir à terre. Les premières 24 heures de l'invasion seront décisives, pour les Alliés comme pour l'Allemagne. Ce sera le jour le plus long. De son côté, le caporal Heinrich Böll est toujours en baie de Somme, avec son unité. Il écrit. Pour l'heure, tout est défiguré par des bunkers, des tranchées et quantité de barbelés. C'est fantastique de voir les belles villas élégantes dans ce décor menaçant. Les maisons au bord de la plage sont toutes inhabitées et murées du côté de la mer. En Normandie, Henri Ouivette, âgé de 13 ans, vit avec sa mère et son petit frère dans le village de Vierville-sur-Mer, près de la pointe du Hoc. Son père est prisonnier en Allemagne. Toutes leurs terres, situées en bord de falaise, sont saisies du jour au lendemain, sur ordre de Rommel. Ma mère a été obligée de vendre le cheptel, puisqu'on n'avait plus de terre pour les nourrir. Il fallait vendre. C'était une catastrophe pour elle. C'était dur de voir partir toutes ces bêtes, de voir tout son travail anéanti par le fait. Ah oui. Ça a été dur, d'ailleurs, s'en est pas remise, de toute façon. Ouais. Les champs exploités par ses parents intègrent donc le vaste système de défense du mur de l'Atlantique. Il avait des postes d'observation dans la terre. Il y avait des tranchées qui allaient de l'un à l'autre et des postes d'observation dans la terre. Et il avait un petit rond, et il y avait une mitrailleuse ou un ou deux soldats qui étaient là, qui montaient la garde, quoi. Très affectée par la perte de ses terres, la mère d'Henri meurt début 1944 des suites d'une appendicite.
son grand-père vient s'installer à la ferme pour s'occuper de lui et de son frère. La stratégie de Rommel ne concerne pas seulement la côte. Le maréchal allemand fait aussi miner et inonder des dizaines de milliers d'hectares dans l'arrière-pays, transformant radicalement les paysages. Le mur devient un véritable camp retranché sur plusieurs kilomètres de profondeur. De nouvelles unités arrivent aussi en renfort, multipliant patrouilles et arrestations. Il faut terroriser la population du littoral pour qu'elle ne vienne pas en aide aux troupes alliées en cas de débarquement. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent. Et comme les Allemands n'ont jamais assez de bras, ils vident les prisons de droit commun ou raflent des spectateurs à la sortie des cinémas. Le 24 février 1944, le préfet de Rennes écrit « Les hommes appréhendés, soit 70 environ, ont été dirigés sur Hennebon puis l'île de Groix pour y être employés par l'OT. » Partout, la terreur s'installe. La population le sait. Sur la côte maintenant, le pire peut arriver n'importe où. Et n'importe quand. Et on avait bien vu que l'ambiance changeait. D'ailleurs, les Feldgros, l'armée allemande, en vert de gris, là, ont été remplacés par d'autres, alors qui étaient moins charmants, les SS. Alors là, ça a changé d'allure tout de suite. Hein. On a appris beaucoup de condamnations de maquisards. Alors, on a commencé à avoir beaucoup plus peur. Ma mère était revenue un jour d'une réunion de la mairie, la mine défaite, et elle nous a dit à moi et à mes grands-parents, hier, vous vous rendez compte, hier, les Allemands à Kerfani ont fusillé une vingtaine de résistants. Ah oui, c'est certain. Ils multipliaient les recherches pour trouver des gens un peu suspects. Ils arrêtaient beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils étaient devenus plus agressifs dès la fin 1943. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont été arrêtés, fusillés en 1944. Malgré la violence de la répression, la résistance opère tout le long du littoral au printemps 1944. La mission de ces hommes et femmes de l'ombre, obtenir des renseignements précis sur le moindre élément constitutif du mur, l'armement de chaque bunker, les types d'unités stationnées, les identités des officiers supérieurs. Edmond Calves, le jeune électricien de l'arsenal de Brest, a rejoint un réseau. Il sillonne la campagne pour s'approcher au plus près du mur. On se déplaçait à pied, souvent à travers champs, et on observait. Lorsqu'on voyait quelque chose, on le mémorisait. Pas question de prendre des notes sur place. C'est difficile de voir, sans paraître regardé. Mais on y arrive à la longue. Je peux vous dire que durant toute notre exploration, nous avions les sens en éveil. L'ennemi était partout. Le soir, de retour chez lui, Edmond doit positionner chaque élément observé sur une carte d'état-major. Il explique. Cela a été fait sur du papier calque millimétré. Il fallait mesurer sur la carte les coordonnées de tous les points remarquables. Les bunkers, les pièces anti-chars, les mitrailleuses. L'orientation du tube de canon était représentée par des symboles. C'était un travail très long, très fatigant pour les yeux, car réalisé à la clarté d'une lampe à pétrole. Cloisonnement oblige, le jeune résistant ignore comment ces cartes sont transportées en Angleterre. Où elles sont analysées,
décortiquées, et viennent compléter les tonnes d'informations que les Alliés rassemblent depuis des mois. Autant de données qui doivent permettre aux troupes de débarquement de préparer au mieux la future attaque du mur de l'Atlantique pour libérer l'Europe. En Écosse, dans le camp d'Aknakari, des soldats d'élite s'entraînent jusqu'à l'épuisement pour le grand jour. Ce sont des bérets verts, les commandos créés pour sauter à la gorge de l'ennemi, selon les mots de Churchill. Ils sont anglais, bien sûr, mais aussi belges, hollandais, norvégiens, juifs allemands même. Il y a aussi 177 Français, 177 frères d'armes, placés sous les ordres du commandant Philippe Kieffer. Parmi eux, Léon Gauthier, 21 ans seulement, et déjà un baroudeur. Engagé volontaire dans la marine à l'âge de 17 ans en février 40, le jeune homme n'a cessé de se battre depuis. Il est le dernier survivant du commando Kieffer. J'ai rejoint le général de Gaulle le 13 juillet 40, exactement. Bon, alors j'ai débarqué à la marine. Donc j'ai commencé à naviguer, d'une part. On fait la campagne d'Afrique avec le bataillon fusiliers marins, le Liban, la Syrie, et puis on est rentré en Angleterre en 43. Et en Angleterre, j'ai rejoint les commandos. Les commandos faire, c'était dur. Au point de vue de l'entraînement, était très dur, les gens le savaient. Hein. On ne regardait pas tout le monde. Hein. Moi, ça allait, j'avais fait beaucoup de sport, alors donc... Léon Gauthier et ses camarades sont impatients d'en découdre, dès que possible. De l'autre côté de la Manche, les Français du littoral n'en peuvent plus. L'occupation dure depuis presque 4 ans. Le débarquement est dans toutes les têtes. On espérait être libérés. On espérait bien qu'il y aurait un débarquement un jour. On pensait même que ça allait être chez nous, quoi. On l'espérait. Et certainement qu'il y a des gens qui savaient que ça allait se passer bientôt, quoi. On en parlait, oui, beaucoup. On parlait beaucoup d'un éventuel débarquement parce qu'on sentait que ça allait approcher. On disait toujours, ils vont débarquer dans le Pas-de-Calais, quoi. C'était logique, c'était plus proche des côtes anglaises. Tous se posent les mêmes questions. Les Alliés vont-ils réussir à débarquer? Parviendront-ils à percer ces défenses allemandes réputées imprenables? Il faut dire que depuis l'arrivée de Rommel, le mur fait l'objet d'une incroyable propagande. Sa zone modèle, c'est-à-dire sa partie la plus achevée, située dans le Pas-de-Calais, est filmée, photographiée, racontée. Elle est aussi visitée par de hauts dignitaires nazis et des représentants des pays de l'Axe, comme le Japon. À chaque fois, les missions du mur sont répétées, martelées. L'ouvrage sert à mettre à l'abri ceux qu'il protège et à défier et stopper ceux qui voudraient le détruire. Et voici maintenant un document véritablement exceptionnel. En mai 44, les actualités de Vichy imaginent même l'échec du futur débarquement allié. Voici comment la défense allemande réagirait. Au fur et à mesure de leur progression, les troupes débarquées se trouvent engagées dans les mailles d'un véritable filet d'acier qui se referme sur elles. Tout un dispositif est déclenché, aussi précis qu'un mouvement d'horlogerie. Aucune surprise n'est à craindre.
millions de tonnes d'acier s'abattent de tous côtés sur l'assaillant. Vision d'enfer, anticipation. « 30 mai 1944, sud de l'Angleterre. Léon Gautier et ses camarades rejoignent un camp de regroupement de commandos. Ils sont placés au secret. Interdiction de sortir. Les gardiens, leurs amis américains, ont ordre de tirer sur quiconque se risquerait à désobéir. Aucune information ne doit filtrer à l'extérieur du camp. On est resté une semaine dans un camp secret auprès de Southampton, là-bas, et on a vu tous les plans de débarquement. On a eu des plans. Et on a eu des gens qui sont venus faire des conférences avant. Des gens, des Anglais qui avaient des espions en France. Et donc ils nous ont mis au courant un peu comment ça se passait. Et donc les défenses, comment elles étaient. Léon et ses frères d'armes apprennent que le débarquement aura lieu en Normandie. Une région moins fortifiée que le Pas-de-Calais. C'est donc là que l'offensive devra percer le mur de l'Atlantique pour libérer la France. Plus de 150 000 soldats alliés vont y participer. Le commando Kiefer, intégré au dispositif anglais, sera de la première vague. Sa mission, prendre la petite station balnéaire de Ouistreham, truffée de bunkers. Perte annoncée, 50% des effectifs. Ah non, à l'époque, on ne se rend pas compte de ça. Ça veut dire qu'on était jeunes, on a tous 20 ans, là. À 20 ans, on fait notre devoir, point c'est tout, hein. Ouais. 5 juin, 17h. Les 177 membres du commando Kiefer arrivent au petit port de Warsash, au nord de Portsmouth. Ces soldats d'élite, surentraînés et très aguerris, sont fin prêts pour l'ultime bataille. Léon Gautier est à bord de cette barge 523 qui s'éloigne. C'est le grand départ. Prochaine étape, la Normandie et le mur de l'Atlantique. À Vierville-sur-Mer, cette nuit du 5 juin, le jeune Henry Wivett ne trouve pas le sommeil. Depuis le début de la nuit, l'aviation alliée pilonne les défenses côtières. Comment vont réagir les soldats allemands qui occupent une partie de sa ferme située à quelques centaines de mètres du littoral? Ça a bombardé beaucoup, on n'a pas dormi. Avec mon grand-père, on a été dans la cour. Tous les Allemands qui occupaient la ferme, ils sont partis, eux, vers 2 ou 3 heures du matin. Et on a entendu le brouhaha des déménagements. Ils ont chargé leurs chevaux dans leur chariot. Ils l'ont tout enlevé, puis ils sont partis. À Foucarville, près de Sainte-Mère-l'Église, Michel Breuillet et sa famille ont quitté leur ferme pour échapper aux bombes alliées. Ils se réfugient dans un abri de fortune qu'ils ont construit près de chez eux. Les bombardements cessent. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça. Il n'y avait plus d'explosion de bombes. Et en fait, c'était le débarquement qui commençait. C'était l'arrivée des parachutistes. Il en est tombé un à 10 mètres, 5 mètres de nous, presque sur nous. On a surtout évité de nous manifester. Et c'est impressionnant. Ah, on ne savait pas que c'était des Américains. Pour nous, c'était des parachutistes, quoi. C'était des parachutistes.
Et c'était l'invasion. Et l'invasion se passait chez nous, quoi. Donc, on vivait ça comme une chance. Ces parachutistes qu'aperçoit le jeune Michel font partie des 15 000 Américains largués quelques heures plus tôt derrière les lignes allemandes, au cœur même du dispositif du mur de l'Atlantique. Leur mission, prendre des ponts, tenir des axes routiers pour préparer l'arrivée des troupes de débarquement. Au même moment, l'immense armada alliée, plus de 5000 navires, traverse la Manche dans la nuit noire en direction des côtes de Normandie. On a un peu dormi quand même. Moi j'ai bien dormi avant. On nous a réveillés vers 5 h du matin. Et on monte sur le pont environ un quart d'heure, 20 minutes avant de débarquer. Je suis monté sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Vous ne voyez rien. C'était très, très sombre, très nuageux, très... Et puis vers 6 h du matin, quand la brume s'est levée, alors là, on a vu l'armada arriver. La mer était noire de bateaux. Des bateaux. Et les bateaux arrivaient vers nous. C'était extraordinaire. Je les vois encore. C'est une vision qui est en moi qui s'éteindra que quand je serai mort, quoi. C'est incroyable, hein. C'est presque un privilège d'avoir vu ça. Léon Gauthier distingue maintenant nettement la plage de Ouistreham et ses bunkers. Quand on voit les côtes de France, on est tout content. Hein. Enfin, on rentre chez nous. Les navires alliés démarrent un tir de barrage d'une violence inouïe. Objectif : causer le maximum de dégâts sur le mur de l'Atlantique avant que les premières troupes ne débarquent. « 7h30, c'est l'heure H. Les 2 barges du commando Kiefer accostent sur la plage. Il faut y aller, maintenant. Courir le plus vite possible avec le barda de 30 kilos sous la mitraille. Grâce à la marée haute, les obstacles de Rommel en partie immergés sont moins gênants. Le mur de l'Atlantique est à portée de main. On débarque. On est en 2 groupes. Un qui va directement au blocos. C'est important, qu'est-ce que la côte là-bas, prendre ce blocos. Et les autres ont pris la rue parallèle de la plage et ont attaqué tous les petits blocos qui se trouvaient entre la plage et Ouistreham. Léon fait partie du second groupe. Avec ses camarades, il nettoie cette ligne de petits blocos sur presque 2 km de plage. À 11h30, tout est terminé. Ouistreham est libéré. De leur côté, Michel Broyer et les siens ont quitté leur abri. Ils se rapprochent avec prudence de leur ferme. En arrivant dans la cour, on s'est aperçu qu'il y en avait tout un groupe de rassemblés auprès des maisons de mon père. C'était des parachutistes qui étaient rassemblés là. Ils avaient déjà installé un lance-roquettes pour balayer les routes qui passaient devant chez nous.
Et mon père leur a fait signe de venir. C'est là qu'il leur a offert le champagne. On s'est couché avec les Allemands, si je puis dire, et on s'est réveillé avec les Américains. C'était un peu surréaliste. Ce jour-là, il y a plus de 4400 morts, blessés ou disparus, parmi les Alliés. Le commando Kiefer perd, lui, 10 soldats et déplore 31 blessés, sur 177 hommes. Léon Gauthier s'en sort indemne. Je suis très heureux d'avoir fait partie de ces hommes qui ont débarqué ici et qui ont libéré la France. Je suis content d'être parmi ces gens-là. Il n'y a pas de héros, il n'y en a pas. Les héros, ils sont morts, c'est ceux qui ont donné leur vie. Là. On y pense. Au soir du 6 juin, les Alliés tiennent fermement les plages et peuvent s'enfoncer dans l'arrière-pays. En concentrant des moyens humains et matériels colossaux sur une petite portion de la Normandie moins défendue que le Pas-de-Calais, ils sont parvenus à percer le mur en quelques heures seulement. La collaboration politique et économique d'une partie des Français, la mise en esclavage de dizaines de milliers de travailleurs forcés, le pillage des ressources de l'Europe occupée n'ont donc pas permis à Hitler de sauver son empire. Le mur de l'Atlantique, véritable mur de la barbarie, n'aura servi à rien, ou si peu. Et très vite, il appartient au passé. Au milieu des débris encore fumants des combats, Henri, Michel ou André, et avec eux tous les habitants du littoral, se réapproprient leurs plages, leurs champs, leurs falaises. Les bunkers ne sont plus que d'innombrables tas de béton, monstrueux et dérisoires. Aujourd'hui, ces vestiges symbolisent avant tout le sacrifice des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour affranchir le pays de cette forteresse de béton. Car la destruction du mur a ouvert la voie à la libération de la France, puis de l'Europe, et marqué le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de notre continent.